C'est bon pour le micro, ouais. Bonjour. Donc, je m'appelle Sébastien Cam. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu une méthode, cette présentation élégant objet. Donc, j'ai découvert Python à l'époque de Windows 95. À l'époque, je cherchais un langage de script pour manipuler les noms de fichiers longs sous Windows. Bon, inutile de dire que j'ai jamais utilisé pour ça, mais quand j'ai découvert, c'est le premier et le seul langage jusqu'ici qui a fait vraiment tilt. Ou quand j'ai découvert, je me suis dit, ça, c'est vraiment un langage qui est bien conçu. Donc, dans cette présentation, j'ai essayé d'analyser pourquoi. Donc, j'ai présenté ça sous forme de conseils de programmation. Donc, je me suis restreint aux classes, par exemple pas aux fonctions, parce que sinon j'en aurais pour toute la journée. Donc, je vais commencer par des généralités, puis aller au fur et à mesure vers des points un peu plus concrets. Donc, on va d'abord commencer par parler un peu de conception, parce que je pense que concevoir un programme Python, il y a quand même quelques écarts par rapport aux normes académiques, à ce qu'on vous apprend pendant vos cours. Donc, le premier point, c'est que Python n'est pas que un langage objet. Là, je vous renvoie à l'excellente présentation de Python américain 2012, Stop Writing Class. Je ne sais pas si certains la connaissent. Non, a priori. Moi, je vous conseille de la regarder sur Internet. Le deuxième point que je voudrais indiquer, c'est toujours avoir à l'esprit que l'utilisateur n'est pas votre ennemi. Hein, vous êtes là pour collaborer avec lui, vous n'êtes pas là pour le combattre. Ce que j'entends par là, entre autres, c'est éviter la surencapsulation. Hein. N'hésitez pas à ouvrir les entrailles de votre code, mais pensez à documenter les détails d'implémentation. Ce qui me renvoie au troisième point, c'est que l'implémentation n'est pas neutre. Hein, puisqu'on a décidé de la montrer, il va falloir forcément bien la travailler. Avoir à l'esprit que Python, c'est un langage de très haut niveau, donc qui a un code extrêmement lisible, et il a aussi une certaine culture de le standard et l'implémentation. Hein, tout n'est pas standardisé dans le langage Python. Il y a beaucoup de choses où on va se référer à ces Python pour savoir comment ça fonctionne. Je pense donc qu'il n'est pas forcément absurde de considérer votre code comme de la doc. Bien sûr, c'est toujours en fonction de qui va utiliser vos classes. Une classe pour un projet interne, ce n'est pas la même chose qu'une classe que vous allez distribuer à des prestataires extérieurs. C'est pourquoi je pense que dans certains cas, il peut être judicieux d'investir plus de temps sur la lisibilité du code que sur la doc externe elle-même de vos classes. Troisième point, l'utilisateur est respectable. Donc ça rejoint un peu plus largement une certaine philosophie de l'éducation. Si on laisse quelqu'un jamais utiliser un outil, il ne saura jamais l'utiliser. Entre autres, ça veut dire qu'il faut éviter de mettre des méthodes trop évidentes qui peuvent être refaites en 2 lignes de code. Le point suivant, ça vient du zen de Python, flat is better than nested. Ça veut dire qu'on vous a appris à limiter le nombre de classes et de méthodes, mais ça ne doit pas se faire au point de découpage artificiel. Je pense par exemple les méthodes ont des propriétés très intéressantes, très riches, par exemple les arguments nommés, les arguments optionnels. Il ne faut pas hésiter à les utiliser pour faire des méthodes plus riches que ce que vous feriez dans d'autres langages. Ce qui vous permettra de limiter le nombre de méthodes aussi. Et dernier point qui me semble important, c'est qu'il faut combattre la complexité. Et ça, c'est valable à mon avis, pas uniquement pour la programmation Python, pas seulement pour la programmation, mais pour tout projet d'ingénierie. C'est un bon produit, un produit qui est simple et robuste. C'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit, je pense, quand on développe. Donc, je vais vous aborder plus spécifiquement les PEP 8 et 20. Donc, les PEP, c'est les documents de conception de Python. Donc, pareil, ils sont sur le site python.org. Ils documentent, depuis qu'ils ont été mis en place, toutes les évolutions du langage. PEP 8 et 20 sont un peu spécifiques parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus généralistes. Ils vont un peu renseigner sur vraiment ce qu'est Python, quel est son esprit, quel est son fond culturel. Donc, je ne vais pas les paraphraser. Hein. PEP 8, c'est le standard de codage, en fait. Il est très prescriptif. PEP 20, c'est ce qu'on appelle le zen de Python. Il est apparu sous une forme d'un peu d'aphorisme, un petit peu comme une blague, mais en fait, je pense qu'il y a à l'intérieur un certain nombre de choses qui sont très importantes si on veut vraiment comprendre ce qu'est Python. Donc là, je disais que je n'avais pas les paraphraser, je vais simplement revenir sur 5 points que j'ai extraits de ces 2 PEP. Le premier, c'est suivez les conventions. Bien programmer en Python, pour moi, c'est avoir une certaine culture de l'élégance classique, une culture de la lisibilité. Aussi, ne pas hésiter à attendre de savoir avant de faire. Je pense par exemple, dans Python, il n'y a toujours pas d'objet pass. Hein, c'est quelque chose que il y a eu de nombreuses propositions, mais aucune n'a paru suffisamment bonne pour pouvoir être intégrée dans la librairie standard. Voilà. Dans Python, on n'hésite pas à attendre avant de faire les choses. Éviter les excentricités, deuxième point. Pour moi, programmer en Python, c'est la programmation raisonnable. On va éviter les hacks.
on va viser les 80% de fonctionnalités qui vont répondre à 80% des besoins. Par exemple, les listes, les objets listes de Python sont très mauvais quand vous voulez intégrer un objet en plein milieu de la liste. On aurait pu faire une structure beaucoup plus complexe qui aurait permis ce genre de choses. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on s'est aperçu que les développeurs pouvaient faire du bon code malgré cette limitation. Troisième point, pour moi, Python est un langage raisonnable. Ça rejoint un peu l'idée du zen de Python, je trouve que ça rejoint bien cette idée. Un petit peu, ça nous rappelle un peu le bouddhisme avec la voie du milieu, c'est-à-dire éviter les excès. Hein, ne faire ni trop simple ni trop compliqué. Toujours trouver le bon gradient. Troisième point, le pragmatisme. Pour moi, Python ne défend pas un dogme, ne défend pas des règles. Par exemple, les objets en Python, vous pouvez aussi bien les utiliser comme des objets purs à la Smalltalk, hein, c'est-à-dire des boîtes noires avec lesquelles vous allez échanger des messages, ou de simples structures C améliorées. Python n'interdit aucun des deux. À chaque fois, ça va dépendre du contexte. Hein, la stabilité, c'est un confort d'utilisation, mais c'est aussi un coût de développement. Donc en fait, il n'y a pas de recette miracle. Ça, à chaque fois, vous d'exercer votre jugement en fonction de l'utilisation de vos objets. Dernier point, la transparence. Pour moi, programme en Python, même le langage lui-même permet de voir beaucoup de choses sous le capot. Il est ce que j'appellerais raisonnablement permissif. Il ne vous permet pas de faire n'importe quoi, mais il vous permet de faire beaucoup de choses. Et aussi, qui rejoint un peu l'aspect open source de Python, c'est une culture de la réutilisation. Hein, il y a des choses comme Pipi qui vont vous permettre de ne pas réinventer à chaque fois les choses, mais de prendre des morceaux de code et que vous allez pouvoir assembler pour faire votre propre projet. C'est aussi un point important, le jour où vous avez créé une nouvelle classe, de vérifier que ça n'existe pas déjà. Peut-être que ça ne sert à rien de faire quelque chose de neuf. Voilà, on va commencer à des choses un peu plus concrètes. Donc, on va parler un petit peu de vos classes elles-mêmes. Donc, on va commencer par la documentation de vos classes. Donc, je ne vais pas aborder le document externe, qui n'est pas négligé, mais qui ne fera pas l'objet de cette présentation. Pareil pour les tests. Là, je vais parler de la documentation qui est embarquée dans vos objets. Donc, la première méthode de documentation, c'est la méthode repr, qui va être très utile pour les logs, qui permet en fait d'afficher l'état de votre classe. Donc il y a deux syntaxes qui sont conseillées par la documentation. C'est si possible, la méthode repr doit retourner une chaîne de caractères qui va vous permettre de créer un constructeur de votre classe. Hein, c'est le cas de gauche. Parfois, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, on conseille la méthode entre brackets, là, qui est à droite, qui va simplement indiquer quel type d'objet c'est et des caractéristiques éventuelles qui vous permettront de connaître son état. Le deuxième point, c'est les docstrings. Donc une docstring, c'est quoi? C'est en fait un mode d'emploi d'une classe ou d'une méthode. Elle va être très utile, en particulier avec la fonction help, qui va permettre d'avoir un rendu de vos chaînes de documentation. Dernier point qui est parfois oublié, parce que c'est vrai que c'est rarement utilisé, enfin, pas tout le monde ne l'utilise, c'est le debugger, qui en fait est très puissant quand on sait l'utiliser sous Python. Et là aussi, vos classes peuvent aider l'usage du debugger. Par exemple, pensez à mettre des variables intermédiaires de temps en temps dans votre code, qui vont permettre de tracer l'état de votre programme. Voilà. On va revenir au début avec les constructeurs. Donc le constructeur, il y a déjà un point qui me semble important, c'est quand vous créez un objet, essayez de le rendre directement utilisable. Évitez que l'utilisateur ait besoin de passer par une configuration ou de passer des paramètres obligatoires s'il y a des valeurs par défaut acceptables. Hein, l'idéal, c'est simplement x égale toto, parenthèse, et hop, votre objet est utilisable. Donc Python a deux méthodes de constructeur, new ou init. Alors laquelle utiliser? Donc init est la fonction de plus haut niveau, c'est la utiliser en général. New est de plus bas niveau, elle est par exemple à utiliser si vous voulez retourner un objet qui existe déjà, si vous avez un système de cache par exemple. Les factories. Alors une factory, c'est un objet qui va permettre de construire d'autres objets. Hein, c'est un design pattern assez connu. À mon avis, elles sont intéressantes par exemple si vous voulez créer des objets immutables. C'est-à-dire que vous allez séparer le temps de définition, de création de l'objet de son temps d'utilisation. Par contre, elles ajoutent une complexité à votre code. Il y a une alternative à ça, aux factories, c'est les mini-langages. Hein, je pense par exemple à ce qui existe dans les expressions régulières, ou plus simplement aux paramètres mode de l'objet file de Python. On va créer une petite syntaxe toute simple qui va permettre de passer un certain nombre de paramètres directement en un seul appel. Donc on a construit notre objet, maintenant on va le détruire. Donc le garbage collector de Python rend les destructeurs inutiles dans 99% des cas. Ça, c'est la bonne nouvelle. L'inconvénient, c'est que le reste du temps, il les complique beaucoup les choses.
Donc en fait, le destructeur va uniquement l'utiliser en Python pour libérer des ressources externes, hein, des fichiers, des pointeurs vers une base de données, etc. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que del est dangereux. D'abord, il n'est pas prédictif. Hein, si vous êtes en Jython, ben, ça va passer par le garbage collector Java, vous ne savez jamais quand il est appelé. Pareil, si vos objets, même en C Python, si vos objets ont des cycles, hein, c'est-à-dire un objet A qui appelle un objet B, qui lui appelle un objet C, qui lui rappelle l'objet A, ben là, on va passer aussi par le garbage collector de Python, on ne va plus utiliser le mécanisme de comptage de référence. Donc pareil, vous ne pouvez jamais prédire quand votre del sera appelé. Et pire, en C Python, c'est si vous êtes pris dans un cycle et qu'un des objets du cycle contient une méthode del, votre cycle ne sera jamais libéré. C'est-à-dire que vous aurez des fuites de mémoire. Donc pour ça, del est vraiment manié avec précaution. Donc les solutions del, des objets qui utilisent del doivent être utilisés uniquement dans des arbres, c'est-à-dire on évite les cycles dans les références d'objets. Et mieux, en fait, ne pas du tout utiliser del. Alors comment on fait pour ne pas utiliser del pour la gestion de ressources? Ça. Voilà la solution. En fait, Python a introduit depuis quelque temps un mot-clé spécialement pour ça, c'est le mot-clé with. Donc c'est assez simple à utiliser. Hein, vous avez l'appel de with en bas, là, with resource handler as r do something. Voilà, donc on a un bloc en fait juste en dessous, hein, qui est limité à une seule ligne. Donc le mot-clé with, dans la première ligne, en fait, il va appeler la méthode enter de resource handler, qui lui va allouer la ressource et la retourner dans une variable qui est r, là, qui va nous permettre d'être sûr que la ressource ne sera utilisée qu'au sein du bloc. Quand le bloc est terminé, le mot-clé with appelle la méthode exit, qui est chargée de libérer la ressource. Donc c'est tout simple à utiliser, mais dans la doc, c'est pas facile à aborder, parce qu'en fait, je pense que la doc, c'est un exemple typique de complication inutile. C'est au moment où with a été discuté sur la liste de diffusion de Python, il y a eu plein d'idées qui ont fusé, hein, c'est vraiment eu un débat très riche avec beaucoup d'idées, et quand il a fallu choisir, à mon avis, on n'a pas réussi à faire le deuil de toutes ces idées. On en a gardé certaines qui semblaient judicieuses, mais qui, à mon avis, ont ramené de la complexité inutile. Donc je dirais qu'il y a deux choses à éviter dans le résultat final. C'est d'utiliser le context lib context manager. Hein, c'est un décorateur de fonctions qui permet de créer un gestionnaire de ressources sous forme de générateur. À mon avis, c'est trop subtil pour être utilisé en code. Les méthodes enter et exit sont beaucoup plus explicites. Et la deuxième chose, c'est, vous voyez, dans ma méthode exit, là, j'ai mis un étoile demi. Ça veut dire ça que en fait, j'ai ignoré certains paramètres qui sont passés. En fait, il y a 3 paramètres qui permettent de jouer avec les cas où on va sortir du bloc with lors d'une exception. À mon avis, il faut essayer dans votre code d'éviter de jouer avec ces paramètres-là. Il faut que vous sortiez normalement ou sur exception, vous ayez le même comportement. Ça simplifiera beaucoup votre code et ça évitera des bugs plus ou moins subtils. Deuxième exemple, quand on construit une classe où on risque de faire des abus, à mon avis, c'est les opérateurs. Hein, c'est l'exemple typique du C++ où, quand ils ont fait la librairie d'entrée-sortie, ils ont réutilisé l'opérateur de décalage pour la gestion de flux, et on s'aperçoit que ça pose des confusions inextricables. Donc moi, je dirais qu'en Python, la plupart des opérateurs ont exceptionnellement 2 significations. Et ben, il faut essayer de respecter leur sémantique. Ce n'est pas les utiliser pour autre chose. Hein, le plus va additionner des nombres, ou des chaînes de caractères ou des listes. Il ne faut pas sortir de ce cadre-là, par exemple. Deuxième chose, c'est qu'il faut respecter la sémantique de ces opérateurs. Par exemple, si vous avez une classe là, qui redéfinit l'opérateur plus et fois, ben, l'utilisateur va s'attendre à ce qu'ici fait A plus A, que ce soit la même chose que A fois 2. Si c'est différent, vous allez le tromper. Il y a un opérateur qui est un peu spécifique, c'est l'opérateur call, donc qui permet de remplacer votre objet pour le faire ressembler à une fonction. À mon avis, il est très agréable à utiliser si votre objet a un rôle privilégié. Hein, ça évitera beaucoup d'appels de méthode, vous allez le manipuler directement comme fonction, ce qui fera gagner en lisibilité dans le code, mais par contre, la part aussi très important, c'est une fonction, on s'attend à ce que son appel ne modifie pas son état. Donc l'appel de call ne doit pas modifier l'état de l'objet. Un autre exemple de méthode spéciale qui peuvent être complexes, c'est le hash, donc qui permet d'utiliser votre objet comme une clé de dictionnaire, et la comparaison. Donc, redéfinir la méthode hash, ça doit toujours se faire en même temps que la méthode écale, parce que deux objets qui ont le même hash, deux objets qui sont égaux, qui sont égaux, doivent avoir le même hash. Donc ça, c'est quelque chose à vérifier systématiquement.
Et pareil, c'est une fois que vous avez calculé une valeur de h, elle ne doit pas changer. Même si l'objet change d'état, cette valeur doit rester identique. Et donc aussi l'opérateur de comparaison. C'est pour ça qu'on conseille en général que les objets que la méthode h soient immutables. Sinon, ça risque de poser des soucis. Deuxième point qui est intéressant aussi, c'est la comparaison. Donc la fonction spéciale CMP a été dépréciée depuis un certain temps. Donc aujourd'hui, il faut utiliser le triptyque LT, GT, etc., qui vont permettre de surcharger chacun des opérateurs de comparaison. Et on peut aller plus rapidement en utilisant le décorateur functools total ordering, qui permet d'avoir tous les opérateurs de comparaison gratuitement en en redéfinissant un seul, au prix d'une certaine perte de performance. Donc j'ai parlé tout à l'heure des objets immutables. C'est quelque chose qui permet d'avoir un code beaucoup plus stable, parce qu'on est sûr qu'à un moment donné, l'objet ne changera plus. Pour ça, c'est assez facile de les rendre immutables en Python. Il suffit de surcharger setAtr et delAtr pour qu'ils lancent une exception chaque fois qu'ils sont appelés. On va maintenant aborder un petit peu les modules copy et pickle, qui sont deux modules de la librairie standard. Ils sont, à mon avis, un bon exemple de fonctions qui sont prêtes à l'emploi. Généralement, ça marche directement. Vous créez votre classe, vous appelez pickle dessus. Donc pickle, pour rappel, c'est une fonction qui va permettre de remplacer votre objet dans une chaîne d'octets. Cette chaîne d'octets, vous allez par exemple pouvoir la sauver sur le disque ou l'envoyer sur le réseau. Et unpickle, c'est l'inverse. De votre chaîne d'octets, vous allez pouvoir réanimer votre objet. Donc généralement, vous appelez pickle sur votre classe, vous avez votre chaîne d'octets, vous rappelez unpickle sur cette chaîne d'octets, vous retrouvez le même objet que celui que vous aviez au départ. Donc c'est vraiment assez fabuleux. Il y a des fois où ça ne marche pas si bien que ça. Par exemple, si vous gérez un fichier, votre fichier, vous n'allez pas pouvoir le transformer directement en chaîne d'octets. Dans ce cas-là, il y a deux méthodes getState et setState qui permettent de personnaliser le comportement. Donc c'est un module qui peut, dans certains aspects, montrer qu'il est un peu victime de son âge. Par exemple, je pense que l'API serait plus simple aujourd'hui si setState était une méthode de classe, mais qui reste un bon exemple de ce qu'on peut faire en Python comme interface sympa pour l'utilisateur. Copy présente à peu près les mêmes principes, c'est pour copier des objets. Donc on retrouve pareil un fonctionnement qui marche naturellement par défaut, et puis des méthodes copy et deep copy qui permettent de surcharger le comportement si besoin. On va parler un petit peu maintenant de dérivation. Donc déjà, se poser la question pourquoi dériver. Il y a eu un certain moment, une certaine mode, il fallait que pour faire de la bonne conception objet, il fallait avoir des hiérarchies de classes abracadabrantesques. Aujourd'hui, je pense qu'on en est revenu. Donc il y a d'autres méthodes aujourd'hui qui permettent d'éviter la dérivation, par exemple la délégation, qui peut être intéressante. Ça reste néanmoins intéressant de prévoir ces classes pour la dérivation, parce que vous ne prévoirez jamais tous les cas d'usage. Vous tomberez toujours dans des cas où l'utilisateur va faire quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Pour ça, il y a des bonnes pratiques à respecter. Par exemple, scinder le traitement d'une méthode en plusieurs méthodes différentes, ce qui fait aussi partie des bonnes pratiques de programmation générale. Par contre, ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est quand vous avez exposé une API de votre classe pour la dérivation, elle va faire partie de l'interface publique de la classe. Vous ne pourrez plus la modifier aussi facilement que si c'était privé. Voilà. Donc là, on a parlé de la dérivation de manière générale. Là, on va revenir à l'héritage multiple, qui est quelque chose de beaucoup plus compliqué. L'héritage multiple, beaucoup de gens disent il ne faut jamais l'utiliser, c'est une mauvaise pratique. Pour moi, il peut être légitime. Par exemple, si on considère les classes comme des ensembles d'objets qui partagent les mêmes propriétés, on va se retrouver avec des objets qui vont être à l'intersection de deux classes. Par exemple, ici, ce qui est dans le rond rouge et dans le rond bleu, c'est, à mon avis, typiquement le cas où l'héritage multiple se justifie. Mais il est dangereux. J'ai l'exemple de ma classe bleue et ma classe rouge. Là, le développeur de la classe bleue a prévu une méthode FO qui fait quelque chose. Ceux de la classe rouge ont rappelé la même méthode pour faire autre chose. Si je fais une classe bicolore là, qui est de bleu et de rouge, le mécanisme de Python va appeler, là, parce que bleu est avant, il va appeler la méthode de bleu, FO de bleu. Mais si j'envoie mon objet dans le code qui était prévu pour rouge, on va avoir des comportements un peu inattendus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut gérer manuellement. Il y a d'autres langages comme FL qui permettent d'avoir des comportements plus automatiques. Mais en Python, vu sa nature dynamique, on ne peut pas faire la même chose. Donc c'est pour ça que là, il va falloir que vous maîtrisiez manuellement votre hiérarchie de classe. Il faut pas utiliser, à mon avis, il ne faut pas utiliser l'héritage multiple sur des hiérarchies trop complexes.
Il y a des alternatives, donc des restrictions de l'héritage multiple, par exemple les mixins ou les classes abstraites, qui vont vous permettre de limiter ce risque de collision de noms, ou carrément éviter l'héritage multiple. Je pense par exemple au décorateur total ordering qui existe dans Python, qui va permettre en fait le décorateur de classe, qui va permettre de prendre une classe et de remodifier dynamiquement à la génération de la classe ces méthodes. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'héritage multiple, je vous conseille le petit texte Super Considered Harmful de James Knight, qui explique bien toute la complexité que peut être l'héritage multiple en Python. Voilà. Et pour finir, donc, je voudrais vous inviter à découvrir un peu les archétypes de Python. Donc, pour moi, un archétype, c'est une façon d'aborder un problème qui est dans la culture de Python. C'est-à-dire quelque chose que les programmateurs Python ont l'habitude de faire, mais qui n'en ont pas forcément conscience, qui n'a pas forcément été documenté. C'est un petit peu la culture un peu orale, comme ça. Respecter ces archétypes, c'est pour moi la manière de faire de la bonne programmation. Donc il faut déjà apprendre à les découvrir. C'est par exemple en parcourant les librairies standards, les packages les plus populaires, votre propre base de code. Vous aussi, vous en avez des archétypes qui sont intéressants. Quand vous lisez tout ça, gardez à l'esprit que tout n'est pas parfait dans ce qui existe. Il y a par exemple des wrappers qui sont du simple C réécrit en Python. Ça, c'est pas de la bonne programmation Python. C'est utile, ce sont souvent très utiles, mais c'est pas avec ça que vous pourrez apprendre à bien programmer en Python. Il y a aussi des vieilleries. Python, c'est un langage qui a évolué depuis 15 ans. Il y a des choses qui ont été faites à l'époque qui ne se feraient plus comme ça aujourd'hui. Le point suivant, c'est lisez les PEP. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Les PEP, c'est les documents de conception. Là-dedans, il y a plein d'études d'interface et de motivation de leur rejet ou de leur acceptation. C'est un très bon moyen de s'imprégner un petit peu de l'esprit de Python. Et le troisième point, dernier point, c'est les design patterns. Donc les design patterns, c'était un ouvrage qui a été créé, je ne sais plus pour son nom, Kenbet, je crois, qui explique qu'il y a des motifs de conception de plus haut niveau par rapport aux interfaces. Et je pense qu'ils ont, à leur sortie, ce livre-là a beaucoup influencé le développement de Python. Donc c'est intéressant de se replonger dans le bouquin-là et de regarder un petit peu comment ça a été adopté par Python. Voilà.